formidables sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer. Alors, chers amis auditeurs du mouvement Action Justice, bonjour. Bienvenue à nouveau à cette émission spéciale portant sur les nombreuses injustices générées par le système de protection de la jeunesse au Québec. Alors, mon nom est Gilles Boivin. Je suis l'un des membres fondateurs et président de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, appelée communément CFDPJ. Et je vous rappelle que le dernier vendredi du mois, j'ai toujours l'immense privilège, avec mes excellents invités, de remplacer ou de seconder M. Hadj Zitouni dans l'animation de différents sujets touchant notre thématique. Je souligne aussi que si vous désirez nous envoyer vos commentaires et nous faire parvenir vos questions, vous pouvez le faire en nous écrivant à DPJ Radio Centre-Ville @hotmail.com. Donc DPJ Radio Centre-Ville d'un seul trait @hotmail.com ou casse postale 193 Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, J8C 3A3. Donc, J8C 3A3. Donc, maintenant, avant de débuter, je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, hein, mais c'est le temps des rhumes et des grippes. On tousse, on se mouche, on se refile les microbes. Moi-même, comme plusieurs des personnes de mon entourage, j'y ai goûté cette semaine. D'où une petite voix amochée un peu. Et ce n'est pas encore fini. Mais comme on dit, je me soigne. Par contre, quand la DPJ entre dans votre vie, c'est tout un virus qui vous frappe. Vous ne vous en relevez pas aussi facilement. Comme on dit, ça prend plus qu'une petite pilule, une petite granule. C'est pourquoi il faut mieux ici prévenir que guérir. C'est aussi pourquoi nous poursuivons aujourd'hui, et comme promis, notre émission, notre dernière émission, là, avec le sujet abordé lors de cette dernière rencontre, à savoir quelle attitude adopter lorsque la DPJ entre dans votre vie. Alors, pour en parler, nous avons toujours sur le plateau nos deux excellents invités. Tout d'abord, Mme Claudette Deblois, coordonnatrice de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ. Bonjour. Et intervenante expérimentée. Bonjour, Mme Deblois. Bonjour. M. Yann Stoll, aussi membre de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, mais aussi, comme je me plais à le dire, notre référence historico-politico-légale en protection de la jeunesse. Bonjour, M. Stoll. Bonjour. Malheureusement, cette fois, nous n'aurons pas, comme à la rencontre précédente, la chance de converser avec Mme Luce Bouchard de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Ça avait été bien agréable, puisqu'elle n'était pas disponible pour notre rencontre d'aujourd'hui. Mais son expertise sera de nouveau mise à profit lors de futures thématiques. Soyez-en assurés. En résumé, aujourd'hui, nous allons d'abord développer certains aspects traités lors de notre dernière émission. Puis, nous allons ouvrir les lignes pour permettre à tous en fait tous nos auditeurs de pouvoir poser des questions et d'obtenir réponse à leurs interrogations. Mais avant d'entamer notre discussion, j'aimerais porter à votre attention une activité familiale qui devrait avoir lieu dimanche le 16 mars prochain. Il s'agit d'un quilleton
au profit des familles victimes d'abus de la DPJ. Ce quilletton-là devra avoir lieu à Saint-Eustache. C'est au Salon de quai du Parc à Saint-Eustache, 66 boulevard industriel à Saint-Eustache. Et c'est une activité, comme je le disais, qui est vraiment familiale et qui vise à recueillir des fonds pour les familles victimes de la DPJ. Ça devrait avoir lieu en après-midi, de midi à 15 heures. Le prix pour les adultes est de 18$, pour les enfants de 12 ans et moins, 12$. Il y a une réservation obligatoire à faire avant jeudi le 13 mars 2014. Vous la faites, cette réservation-là, au 438-837-9242. Donc, 438-837-9242. On veut former, le but étant de cette réservation obligatoire là, et de pouvoir former des équipes de 6 personnes par allée, comme on dit. Donc l'inscription peut se faire en groupe ou individuel. Ça inclut 3 parties d'1 heure chacune, les souliers. Donc vous devez être sur place sur 11h30 pour l'activité en question. Donc c'est une activité qui devrait être assez agréable. Et vos 3 compères d'aujourd'hui, moi-même, Madame de Blois, Monsieur Stoll devrions être présents pour vous accueillir et discuter avec vous. Donc, répéter l'adresse. Oui, bon, je peux vous répéter l'adresse, comme dit Monsieur Stoll, 66 boulevard industriel à Saint-Eustache. C'est le salon de quilles du parc. Donc, l'inscription, numéro de téléphone pour l'inscription? Pour l'inscription, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le 438-837-9242. Il faut juste répéter constamment. Oui, pour que ça nous reste en tête. Hein. Maintenant, pour débuter, j'aimerais entendre à nouveau l'opinion de Madame de Blois sur notre sujet du jour. Madame de Blois, quelle attitude doit-on adopter lorsque la DPJ entre dans notre vie? C'est notre thème du jour, mais je pense que vous auriez aimé approfondir certains aspects. Oui, c'est le thème qu'on a traité le mois passé, mais moi, je voudrais parler de quelque chose. Les personnes, quand ils m'appellent, il y a quelque chose avec qui ont vraiment de la misère à comprendre. Mm-hmm. C'est la différence entre les mesures volontaires et le recours au tribunal. Mm-hmm. Dans les faits, c'est la même chose. Okay. Dans la brochure que la DPJ donne à leurs clients, une brochure qui est intitulée « On a signalé la situation de votre enfant au DPJ. Que devez-vous savoir maintenant? » On vous dit qu'ils ont 2 façons de procéder. Mm-hmm. C'est sûr, eux ont reçu des ordres, ces 2 façons. Ils n'ont pas d'autres façons. Il y aurait bien d'autres façons de faire, mais eux ont ces 2 façons-là. Soit qu'ils vous fassent signer une entente sur les mesures volontaires, ou soit qu'ils aient recours au tribunal. Puis ils vous diront toujours que c'est beaucoup mieux pour vous de signer une entente sur les mesures volontaires, puis que vous n'irez pas au tribunal, ça serait plus difficile si vous allez devant le juge. Mais en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Les 2, c'est exactement la même chose. Vous allez vous retrouver exactement à la même place. Mm-hmm. La différence, elle n'est pas là. Est-ce que vous pensez, si vous signez un bout de papier ou si vous ne le signez pas, vous êtes une meilleure mère, vous n'êtes pas une meilleure mère, ça ne change pas rien du tout. Mm-hmm. Ça peut s'apparenter, pour être poli, à de la manipulation. Tout d'abord, peut-être il faudrait préciser que la DPJ, la loi sur la protection de la jeunesse, n'est pas la porte d'entrée au service si vous avez des difficultés, si vos enfants ont des difficultés, le comportement, etc. Ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Bien sûr. Il faut essayer de régler le problème autrement que d'appeler la DPJ, parce que comme la DPJ elle-même admet dans ses diverses publications, c'est pas la porte d'entrée au service pour la famille. Alors, c'est une loi qu'on dit la loi d'exception. Et pour les cas d'exception, comme il se plaise de dire, préciser.
Exactement. Il faut toujours faire tout ce qu'on peut. La DPJ, ça devrait vraiment être le dernier recours quand il n'y a plus rien à faire. Oui, puis j'ajouterais même, si vous le permettez, qu'il y a différents organismes communautaires autour qui peuvent nous donner un coup de main lorsqu'on s'y attarde. On simplement parlé de l'organisation du Dr Julien qui peut apporter une aide quand même très louable, très appréciable. Il y a d'autres organismes à l'extérieur de Montréal, Sainte-Thérèse, le Petit Patro, entre autres, plusieurs organismes un peu partout à travers le Québec qui peuvent donner un coup de main aussi avant de faire. Absolument. La plupart des groupes de femmes communautaires peuvent aider aussi dans ce sens-là. Mm-hmm. Mais vraiment, il faut que ça soit des groupes communautaires. D'entraide avec les femmes peuvent aider ça. Je reviens encore à la loi d'exception à ce problème. Il y a 2 semaines, j'ai accompagné une famille et les intervenants de DPJ se sont présentés à la famille et la première chose qu'elles ont spécifiée, c'est la loi sur la protection de la jeunesse est une loi d'exception. Alors même les intervenantes le disent en spécifiant aux familles que c'est une loi pour les cas exceptionnels, etc. Sauf les intervenants ne se rendent pas compte qu'est-ce que ça veut dire au préalable. Une loi d'exception, ça veut dire une loi qui déroge aux droits fondamentaux, qui déroge aux droits qui sont garantis par la Charte canadienne de droits et libertés. Alors, ces intervenants ne se rendent pas compte des torts qu'ils sont en train d'infliger aux familles. Alors, c'est peut-être, elles devraient se questionner dans leur tête, est-ce que je veux participer à ces mesures d'exception qui devraient jamais avoir lieu dans une démocratie ou dans un état de droit, de primauté de droit, où on bafoue ces droits fondamentaux à la famille et surtout aux enfants. Mm-hmm. Oui, d'ailleurs, si quelque chose fonctionne pas et si vous le voyez dans votre famille, arrangez-le tout de suite et continuez votre route avec votre famille autant que possible. C'est mieux de ne pas avoir affaire avec la DPJ. J'aimerais revenir quand même sur l'entente des mesures volontaires. J'aimerais que vous compreniez qu'est-ce qu'on signe quand on signe une entente sur les mesures volontaires. À la page 13 du fascicule, ça dit que vous signez. Je voudrais dire d'abord que quand ils vous disent là que vous devez signer des mesures volontaires ou qui vont vous enlever vos enfants, signer des mesures volontaires qui vont vous emmener devant la cour, signer des mesures volontaires où ça va être pire, c'est pas vrai. De toute façon, ils vont faire ce qu'ils veulent dans votre cas. Ils vont vous emmener devant le juge dès qu'ils voudront aller un peu plus loin. D'ailleurs, ça change rien. C'est parfaitement illégal. Ce sont des menaces, c'est du chantage qu'un représentant d'une organisation de l'État, de puissance publique, ne devrait jamais user. C'est contraire au principe de la démocratie. Absolument. On a beaucoup de clients qui nous ont appelés, puis ça a été dit direct, ou tu signes, ou tu payes tes enfants la semaine prochaine. Et les personnes signent sans même regarder qu'est-ce qu'ils peuvent signer. Et en signant, vous reconnaissez que vous êtes coupable. Absolument. C'est là-dessus que je voulais venir. Ouais. C'est marqué dans le fascicule que vous signez que vous êtes d'accord avec la décision du DPJ établissant que la sécurité ou le développement de votre enfant est compromis. C'est-à-dire que vous signez que vous êtes coupable et que vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité et le développement de votre enfant. Et si vous signez ça, là, vous signez un aveu de votre incapacité avec votre enfant. Une fois que vous aurez signé les mesures volontaires, une fois que vous aurez signé que vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité et le développement de votre enfant, ça sera beaucoup plus difficile de dire que vous êtes capable parce que vous venez de signer. La deuxième chose, c'est que vous signez que vous êtes d'accord avec les mesures proposées par le DPJ pour corriger la situation et ça peut être n'importe quoi. Vous signez que vous êtes d'accord pour ce que la DPJ va décider de faire dans votre vie. Vous êtes d'accord avec ce que la DPJ dit que vous avez besoin dans votre vie. Vous êtes d'accord que la DPJ a besoin de vous dire quoi faire avec le problème dans votre vie. Donc, vous signez premièrement que vous êtes incapable d'assurer la sécurité et le développement de votre enfant et que vous avez besoin de la DPJ pour vous dire quoi faire. Je veux dire, c'est une signature qui est lourde de conséquences.
Et si vous faites pas ça, la dernière chose que vous signez, c'est si l'entente est respectée par ceux qui l'ont acceptée, l'intervention du tribunal n'est pas nécessaire. C'est la dernière phrase. Si vous signez ça, vous dites, si je ne respecte pas mon engagement de faire tout ce que la DPJ veut que je fasse dans ma vie, c'est normal que la DPJ m'emmène devant la cour. Et vous signez ça. Et une troisième chose que vous signez, c'est que l'entente sur les mesures volontaires peuvent durer jusqu'à 12 mois. Et à la fin de l'entente, c'est écrit que la situation est révisée par le DPJ. Dans certains cas, l'entente peut être renouvelée ou modifiée. Ça veut dire que n'importe quand, ils peuvent renouveler ou modifier et vous avez signé que vous êtes d'accord avec ça. C'est plus qu'un aveu de culpabilité, c'est un aveu d'incapacité de prendre soin de votre enfant que vous signez. C'est comme si un voleur passerait devant la cour, puis avant de passer devant la cour, il jugerait qu'il a volé, puis qu'il n'est pas capable de s'en empêcher. Mais c'est la même chose pour vous. Vous signez que vous n'êtes pas capable de prendre soin de votre enfant. Il y a une différence. Oui. En signant les mesures volontaires, vous signez votre consentement que votre enfant peut perdre sa liberté physique. Ouais. Peut être en cas ultime emprisonné au centre jeunesse. Alors, est-ce que vous voulez collaborer à une telle procédure qui est tout à fait totalement illégale, inconstitutionnelle, qui viole les garanties juridiques de la Charte canadienne des droits et libertés? Est-ce que vous voulez être complice d'une telle procédé qui est complètement illégale? C'est la question qu'on peut se poser. Ce qui est doublement, je dirais, lourd de conséquences, c'est que lorsque vous dites, Claudette, que la personne n'a pas besoin de re-signer, même si l'entente est modifiée, elle n'a pas à re-signer. Là. Elle signe, peu importe ce qui pourrait être modifié, ce qui pourrait être ajouté. C'est pratiquement un chèque en blanc. Là. Oui. C'est un chèque en blanc, c'est un aveu de non-capacité avec notre enfant, puis c'est un aveu que la DPJ va vous dire quoi faire avec votre enfant aussi longtemps qu'elle le veut. Ça sera peut-être pas plus facile au tribunal, ça en changera peut-être pas vraiment quelque chose, mais au moins, vous allez pouvoir clamer votre innocence puis votre capacité à prendre soin de votre enfant. Puis pour votre enfant, ça va faire une très grande différence. C'est pas maintenant, ça sera quand il sera plus grand, mais ça va faire une très grande différence. Si vous n'êtes pas coupable, signez pas des mesures volontaires. Restez ferme, restez solidaire entre les parents, c'est ça l'important. Bien sûr. Ils vont devoir chercher une accusation contre vous pour vous emmener au tribunal. Mais ne signez jamais. Ça fait partie des papiers à ne pas signer qu'on a parlé le mois passé. Et ça fait partie aussi de comment ce qu'on a dit des fois sur la pression quand on n'est pas accompagné par quelqu'un qui nous aide. On va signer des choses puis on se rend pas compte tout à fait de ce qu'on signe. Quand on signe quelque chose, on doit prendre du temps pour y penser, du temps pour mesurer, du temps pour le lire comme il faut. Et vous avez le droit. Et leur façon de faire, c'est qu'ils vous mettent la pression pour que vous le fassiez tout de suite. Et c'est là que vous faites prendre dans des papiers que vous signez parce que vous prenez pas le temps de lire. Pourtant, c'est très clair quand vous dites vous êtes d'accord avec la décision du DPJ. C'est clair quand on prend le temps de lire un papier puis de tout lire qu'est-ce qui est dessus. Et on ne saura jamais assez vous conseiller de ne pas signer rien tout de suite, de prendre le temps, d'appeler des personnes, de lire ce qui est marqué dessus. Mais particulièrement sur les ententes, sur les mesures volontaires, ça, on vous dit, signez pas, c'est un aveu de culpabilité et d'incapacité. Aussi, il faut comprendre peut-être que la DPJ n'a pas l'obligation d'une enquête ou d'un diagnostic préalable à sa décision. Le DPJ ne fait que évaluer la situation de votre enfant. Alors, ça veut dire qu'il a une grille, il y a même un logiciel où on rentre certaines données qui peuvent être totalement biaisées, non valides ou non validées du tout. Et il prend une décision qui s'approche plus de l'arbitraire que d'une décision éclairée et qui relève plutôt des besoins des centres jeunesse d'occuper l'espace et d'occuper les travailleurs sociaux que les besoins réels de votre enfant. Alors, il faut vraiment comprendre ces choses-là, que la DPJ n'est pas là pour vous aider, pour aider votre enfant à sortir de certaines difficultés, mais c'est pour perpétuer son service à la population. Ouais, bien sûr.
Claudette, tu soulignais tout à l'heure que faut pas signer de façon impulsive des documents. Mais on soulignait aussi lors de notre dernière émission l'importance de l'accompagnement. Hein. Oui, donc avoir un accompagnateur aide souvent à peut-être à se voir encouragé par cet accompagnateur-là à une certaine réflexion, une certaine lecture. Ça peut amener à dire bon, on va prendre un temps, moi et mon accompagnateur, on va regarder ce que j'ai à signer. Donc pouvoir présenter quand même les documents à signer à quelqu'un d'autre pour avoir un point de vue, un avis. Hein. Oui, puis même ça peut vouloir dire sortir du bureau, aller dans le passage, l'emmener chez soi. On n'est pas obligé de signer un papier tout de suite. Mm-hmm. La loi permet pas de mettre de la pression sur quelqu'un pour signer. C'est du chantage. Alors on n'est pas obligé. Mais ils le font. Ils le font, mais on n'est pas obligé de céder à ça. C'est ça, oui. Mais évidemment, il faut comprendre aussi que dans de telles situations, quand les parents sont éventuellement débordés par le comportement de l'enfant ou par d'autres circonstances, sont en panique, et quand la DPJ frappe à la porte, c'est jamais avec un gentil sourire, c'est plutôt avec des accusations de prime abord qui ont pour le but de désorienter la famille, de les accouler à la défense, sur la défensive, et c'est là où ils peuvent faire valoir leurs points de vue qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ouais. Alors, c'est pourquoi il vaut mieux être accompagné par une personne qui n'est pas prise dans cet engrenage, dans ses émotions, émotions, et qui peut vous aider à reprendre le contrôle de ce qui se passe. Oui, parce que nos émotions sont grandes, puis souvent c'est là qu'on flanche. Parce Absolument. Que nos émotions nous... Oui, les émotions empêchent à réfléchir, évidemment. Oui, c'est empêchent ça. à réfléchir. C'est pour ça que l'accompagnateur a une grande importance. Ah, c'est ça. Ça nous aide à prendre de recul devant la situation qui nous est imposée. Puis il faut parler avant la rencontre, lui dire comment peut-être avoir un signe entre les deux qui veut dire calme-toi ou quelque chose. Tu sais, il faut parler avec notre accompagnateur, prendre des décisions avec lui dire si tu vois que mes émotions prennent trop de place, fais-moi ce signe-là, je vais comprendre. Il faut marcher avec l'accompagnateur, faut pas le prendre puis aller tout de suite au bureau, il faut avoir le temps de parler avec, de dire ce qu'on veut. Oui, il vaut mieux vous éloigner des intervenants, vous isoler et discuter avec votre accompagnateur ou accompagnatrice et réviser la situation, mais il faut jamais être agressif non plus. Hein. Ça, c'est une autre extrémité qui peut vous nuire plus que vous aider. Et si l'intervenant rompt la réunion parce que vous voulez parler à votre accompagnateur tout seul, bien partez, puis vous reviendrez à une autre réunion. Absolument. Parce que de toute façon, ils ne doivent pas nous refuser ça. Non, absolument. Puis, tant qu'elle est dans les papiers, à signer ou à ne pas signer, je voudrais vous raconter qu'est-ce qui est arrivé à une de nos clientes. Elle a signé sur une feuille à part des autres feuilles. Elle a été à la DPJ, elle a accepté certaines choses, elle a signé, mais sur une feuille qui était brochée en arrière du document qu'elle a signé. Okay. Donc, on parle d'une cliente qui a signé un document à la DPJ, mais un document qui est une feuille blanche. Autrement dit, il n'y a pas de texte à coller à ça, c'est une feuille à part du document. À part, en arrière. C'est marqué signature de l'intervenant, signature, bon. Oui. Elle a signé, puis ça a été broché en arrière. Quand elle a passé à la cour, l'intervenant a dit au juge que telle date, à telle heure, il y avait eu une réunion avec elle, et puis avec une autre intervenante, et puis que cette dame-là, elle avait signé des mesures. Puis elle avait signé puis elle a sorti le document des mesures signées avec cette feuille-là en arrière. Mais elle n'avait pas signé, elle n'était même pas à la réunion. Mais cette feuille-là a tout comme ça réapparu en arrière d'un autre document. Une chance, j'étais avec cette cliente-là. On avait une réunion à la commission scolaire avec plusieurs personnes. Donc, on a pu prouver que c'était impossible qu'elle ait été à la réunion et qu'elle ait signé. Et c'est l'intervenante qui s'est faite attraper par le juge.
Mais ça aurait pu arriver n'importe quoi, donc il faut jamais signer en dehors de notre feuille. Il faut jamais faire ça, signer une feuille où c'est juste des signatures. Ça peut être broché sur n'importe quel document et ça sera à vous à prouver que vous l'avez pas signé. Ça va être difficile. Donc, il faut jamais faire quelque chose comme ça. Il faut jamais signer une feuille avec un grand espace blanc. Rayez-le, mettez vos initiales dessus. Et puis, si vous signez un papier, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose dans ce papier, écrivez-le, signez vos initiales. Vous avez le droit de le dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé de signer un papier où il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord et le signer quand même. Signez un papier avec des grands paragraphes blancs où ce qu'on peut rajouter quelque chose. Faites attention à ce que vous signez tout le temps. C'est comme pour les ententes. Ça se peut qu'il y ait un papier que vous décidez de signer, mais soyez attentif à ce que vous mettez et barrez, puis demandez toujours une photocopie de ce que vous avez signé avec les remarques que vous avez mis dessus, avec les rayures que vous avez mis dessus. Quand vous signez un papier, soyez circonspect. Si c'est quelque chose que vous pensez pouvoir signer, veillez à ce qu'il ne puisse rien rajouter et qu'il ne puisse rien enlever sur le papier que vous signez. C'est aussi très important. Oui, parce que tout ça, c'est lourd de conséquences, comme on l'a dit. Oui. C'est vraiment lourd de conséquences. Oui, c'est ça des choses qui arrivent, qu'on nous raconte souvent. C'est pour ça que j'ai déjà vu ce genre de situation-là, effectivement. Donc, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel, effectivement. Non. Alors, faut vraiment faire attention. Je vous rappelle que après la pause musicale, nous aurons une ligne ouverte pour permettre aux gens de pouvoir poser leurs questions, amener leurs interrogations. Et le numéro de téléphone est le 514-495-2597. Donc, téléphone pour nous rejoindre, 514-495-2597 ou le 514-495-1540. Or, Yann, voudriez-vous rajouter quelque chose? Oui, il y a tellement de choses à rajouter, évidemment. On pourrait en discuter encore des heures et des heures. Il faut vraiment comprendre comment tout ce mécanisme, comment ça se passe. Il y a un signalement qui est logé auprès de DPJ. Le DPJ a des grilles selon lesquelles il évalue les signalements. Il y a des responsables des équipes qui prennent les décisions. Ils envoient en mission des travailleurs sociaux, des intervenants. C'est même pas des travailleurs sociaux, membres de l'ordre des travailleurs sociaux. Non, ce sont des jeunes ou des plus âgés qui ont démontré suffisamment de sans scrupules pour rester au service de DPJ pendant des années, mais d'habitude c'est des jeunes parce que le renouvellement des intervenants est très élevé. Ces intervenants doivent fournir un certain produit au DPJ, au directeur de la protection de la jeunesse. Sa mission est de ramener l'enfant aux soins du directeur. Alors, ils sont là, les intervenants, pour vous piéger. Il y a tellement de cas de l'approche stupide comme ce truc avec la signature d'une feuille détachée de toute la décision de DPJ pour vous piéger, etc. Il y en a tellement qu'on pourrait en parler déjà sur ce point pendant longtemps. Mais tu soulignais tout à l'heure l'arbitraire qu'on va souvent retrouver auprès des intervenants de la DPJ. Et on parlait des émotions qui sont générées par l'arrivée de la DPJ dans notre vie. Alors souvent, un parent va se retrouver dans un état émotif où il a peur de perdre son enfant et il a les larmes aux yeux. Alors on peut avoir une perception de lui en savoir monsieur ou madame est trop émotive et on prend ça en note, donc peut-être moins équilibré émotivement. Monsieur, madame ne pleure pas, monsieur, madame sont insensibles et on inscrit ça au dossier. Psychopathe. Oui, absolument. Donc il y a une attitude à ce moment-là il y a une
une perception de l'intervenant ou de l'intervenant de DPJ qui est pris en note et qui sert à poser des gestes ensuite de ça. Hein. Oui, c'est la piège à con de la double contrainte, double bind. Si vous pouviez, Monsieur Boisven, en parler un peu plus, éventuellement, ça pourrait aider aux gens à comprendre de quoi s'agit-il. Quand c'est imposé par le pouvoir, c'est complètement illégal, évidemment. Le pouvoir public doit respecter certaines procédures, certaines règles et surtout vos droits fondamentaux, mais dans le contexte de protection de l'enfant, comme la Cour suprême en a décidé le 13 octobre 2000, c'est pas nécessaire que l'État respecte vos droits fondamentaux, ni les droits fondamentaux de vos enfants. Alors, ils utilisent régulièrement et fréquemment la double contrainte. Bien sûr. Alors, après la pause, on pourrait éventuellement le développer. Effectivement, si le temps nous permet, parce que après, nous allons passer dans quelques secondes à une pause musicale. Et puis, je vous rappelle les téléphones pour nous rejoindre, pour la ligne ouverte, pour nous poser vos questions. Le 514-495-2597 ou le 514-495-1540. Donc, on passe à une pause musicale et on se revoit de l'autre côté de la pause.
Alors, chers auditeurs, bonjour à nouveau. Donc, c'est le moment de notre ligne ouverte. On vous rappelle donc le thème de notre rencontre, quelle attitude adopter lorsque la DPJ entre dans votre vie. Si vous avez donc des questions, c'est le temps de pouvoir nous les poser. Donc, peut-être pouvons-nous prendre un premier appel? Pas pour l'instant. Parfait. J'aimerais que peut-être que Claudette, on reprenne un peu ce qu'on avait abordé tout à l'heure là, concernant l'importance d'une bonne réflexion, de discuter avec l'accompagnateur avant que numéro de téléphone. Ah oui, ben c'est ça, je vous rappelle, on me rappelle de vous rappeler le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 514-495-2597 et le 514-495-1540. Donc, on attend vos appels. Donc, je reviens avec Claudette sur ce que j'allais lui demander. On parlait donc de bien réfléchir avant de signer un document à la DPJ. Vous nous apportiez tout à l'heure le cas d'une personne même qui avait signé un document qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on a présenté en cours. C'est quelque chose qui moi que j'ai déjà vu, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Mais c'est-à-dire qu'il faut avoir il faut faire attention à ce qu'on signe, qu'on s'assoit avec la DPJ ou avec n'importe quoi. Mais quand c'est la DPJ, c'est nos émotions, c'est nos enfants qui sont touchés. Peut-être que des fois, on fait moins attention. Mais dans la vie, dans n'importe quoi, on faut regarder ce qu'on signe, que ce soit la DPJ ou quel que soit. Il faut toujours être sûr qu'on signe. Il faut toujours être sûr que ce qu'on signe ne peut pas être changé. C'est là l'important de rayer quand il y a des espaces blancs ou des choses comme ça, d'écrire nos initiales dessus. C'est très important ce qu'on signe parce que qu'est-ce qu'on signe, ça va nous suivre tout le temps. Et même ça va nous suivre, ça va suivre nos enfants aussi, parce que moi, dans mon idée aussi, il faut penser à nos enfants quand ils vont être grands, quand ils vont avoir 18 ans, parce que moi, j'ai beaucoup d'enfants qui m'ont parlé. J'ai écouté plusieurs enfants qui sortaient de la DPJ. C'est important de savoir pour eux qu'est-ce que leurs parents ont fait. Ça. Le DPJ ne se gênera pas dans ces procédures de lavage de cerveau des enfants à démontrer par votre signature que vous êtes coupable et vous êtes indigne de l'amour de votre enfant. Et voilà, l'enfant va grandir avec votre aveu de culpabilité. C'est ça. Ne signez surtout pas. Surtout si vous n'avez rien fait de mal, si vous vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Si vous êtes débordé par les problèmes, DPJ n'est pas là pour vous aider, pour aider votre enfant. DPJ est là pour priver votre enfant de sa liberté physique. En violation de ses droits fondamentaux, il faut les prendre comme tels. D'accord. Alors, nous avons un premier appel. Alors, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme réponse à votre question? Oui, bonjour. Je voulais vous dire que, moi, j'ai pas traité le virus de la DPJ, mais le virus de la grippe, donc, heureusement, je vais pouvoir m'en débarrasser. Je vais vous féliciter pour votre émission. J'espère que vous allez continuer, puis merci de vous impliquer au nom de toutes les familles. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Bien, merci. Donc, c'était un mot d'encouragement qui est bienvenu. Alors, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone à nouveau, le 514-495-2597, 514-495-2597 ou le 514-495-1540. Donc, si vous avez des interrogations, des questions à nous poser, un vécu qui demande, je vous dirais, un support, vous nous appelez, ça
me faire plaisir d'y répondre ce matin. Il faut peut-être préciser, avant de nous appeler, pensez-y de vous présenter sous un pseudonyme, parce que selon la loi, vous n'avez pas le droit de dévoiler l'identité de votre enfant en public, surtout si vous avez des problèmes avec la DPJ. Ils vont s'en servir immédiatement. Alors, quand vous allez nous appeler, présentez-vous sous pseudonyme. Ne donnez pas publiquement votre nom, votre vrai nom. Ou simplement votre prénom, ça peut être suffisant si vous désirez. C'est possible aussi. Mais maintenant, Yann, tu avais entamé quelque chose juste avant cet appel. Est-ce que tu veux poursuivre sur le sujet? Il faut me rappeler. Oui. Tu soulignais tout à l'heure que il y a des intentions qui sont sous-jacentes à l'intervention du DPJ et que c'est pas nécessairement toujours pur dans les faits. Il n'y a pas toujours une question de vouloir concernant le lavage de cerveau. Quand le DPJ prend soin de votre enfant, évidemment, il va agir sur son mental. Des intervenants de DPJ vont s'occuper de lui, et c'est pas dans leur intérêt pour que plus tard quelqu'un va démontrer que la DPJ a agi sur une fausse note, que l'enfant a été privé de sa liberté sur les fausses allégations, etc. Alors l'enfant va subir un lavage de cerveau. Alors quand vous signez les mesures volontaires, le DPJ va s'en servir pour démontrer à votre enfant que son parent ou ses parents ont été d'accord avec les mesures volontaires. La DPJ est innocent dans tout ça. Et les coupables sont les parents. Alors l'enfant va grandir avec un tel fardeau un fardeau de reproches envers les parents. Alors il faut comprendre, même si la DPJ entre dans la vie de votre enfant, après 18 ans, l'enfant devient intouchable par la loi sur la protection de la jeunesse, puisque devenu adulte. Alors même si l'enfant est privé de sa liberté, il faut penser qu'est-ce qui va se passer après. Ouais, alors, comment vous voulez, c'est ça, quand vous signez une mesure volontaire, comment vous voulez expliquer après à votre enfant que vous étiez innocent dans tout ça, que c'est la DPJ qui a commis des abus de pouvoir? Ça devient quasiment impossible. L'enfant ne voudra plus rien savoir de vous. Claudia, tu voulais rajouter? Oui, je veux parler aussi de mes clients qui m'ont appelé puis qui ont 18 ans et plus et qui ont été pris dans le système de la DPJ. Puis quand ils m'appellent, souvent, ils me disent, quand j'ai eu 18 ans, je pensais que ma mère était comme ça. On m'avait dit, mon père ça, on m'avait dit que ça allait pas. J'ai cherché, j'ai trouvé mes parents, puis ce que je constate, c'est qu'ils ont réussi quand même leur vie, ils travaillent, ça va bien, je comprends pas. J'ai pu savoir la vraie histoire et je suis toujours pris entre deux histoires, je sais pas. Et ils sont troublés parce que nos enfants restent moins longtemps enfants qu'adultes. Il faut les aimer aussi, pas juste pour le bébé qu'on voit, mais pour l'adulte qui va devenir. Et ils vont avoir des enfants, ils vont avoir des petits-enfants. Vous allez avoir des petits-enfants. Il faut être capable de refaire la relation, même si par l'injustice, la relation a été défaite. Ça reste aux enfants quand ils sont vieux. Et quand ils m'appellent et qu'ils retrouvent des parents qui sont censés, ils sont tellement contents de savoir que les parents... Et quand les parents peuvent leur montrer qu'est-ce que j'ai fait, j'ai toujours dit mon innocence, regarde, ils sont tellement contents de trouver des parents qui ont essayé de les reprendre, qui ont combattu pour eux autres. Et ça leur console de beaucoup de choses. Oui, ça démontre l'amour des parents, oui, évidemment. Oui. C'est difficile sur le coup de l'émotion de penser à ça. Mais c'est bon, peut-être, si vous avez des personnes dans votre famille, des amis qui passent par là, de leur rappeler que leurs enfants ne seront pas toujours petits, que c'est important les décisions qu'ils prennent, que c'est des décisions que leur enfant va regarder plus tard, va se faire une opinion. On a une jeune fille qui a passé beaucoup de temps dans la DPJ et sa mère avait d'autres enfants. C'est drôle parce que les enfants que la mère a élevés, ils sont très bien. Ils prennent pas de drogue, ils vont à l'école, ça va très bien.
L'enfant que la DPJ a pris, c'est tout le contraire. Et on lui a dit pendant 8 ou 10 ans que sa mère l'aimait pas. Parce que sa mère s'occupait juste des autres. Mm-hmm. Quand elle est retournée à la maison chez elle, elle avait 16 ans. Elle n'avait pas 18 ans, elle avait 16 ans. Sa mère lui a montré tous les documents, les fois qu'elle a passé à la cour, toutes les choses qu'elle a faites pour elle. La jeune fille s'est mise à pleurer. Elle pensait jamais que sa mère l'aimait autant. Aujourd'hui, la relation peut être reconstruite. Mais si elle n'avait pas ces preuves-là, qu'elle avait signé qu'elle était coupable et qu'elle avait laissé aller, ça serait pas la même chose pour la jeune fille. Il faut penser à nos enfants. C'est nos enfants qui sont le centre de nos intérêts. C'est pas la difficulté qu'on vit présentement. C'est dur, mais il faut essayer de regarder un petit peu plus loin et de penser que quand nos enfants vont être des adultes, ils vont vouloir connaître leurs racines, connaître qu'est-ce qui est arrivé. Ils vont avoir besoin de savoir que vous les aimiez. De toute façon, que vous les aimiez, qu'est-ce qu'on leur dit, c'est pas toujours vrai. Ça va leur permettre de devenir des adultes plus équilibrés et vous allez pouvoir vous réjouir de vos petits-enfants et de tout le temps que vous allez vivre avec vos adultes après. Je veux pas dire que je suis d'accord qu'on enlève des enfants, mais je veux dire qu'il faut penser aussi, quand on vit une injustice, à reconstruire après. Puis je sais que c'est difficile ce que je demande. Ouais. Mm-hmm. Bien, merci Mme de Blois. Je crois qu'on aurait un appel en ce moment. Donc, oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, bonjour. Merci pour votre émission. Bienvenue. Et moi, je voudrais mentionner que je suis une grand-mère et que mon petit enfant a été pris par la DPJ d'une façon drastique, absolument pour rien. Il n'a jamais rien subi, cet enfant-là. Son seul parent a été malade. À ce moment-là, j'ai cru qu'il fallait que j'appelle la DPJ. C'est ce qu'on m'a recommandé parce que je le gardais et que c'est comme c'est ça que tout le monde dit de faire. À ce moment-là, j'ai été faire ça. Et puis là, ils ont monté un dossier de fil en aiguille, des menteries, tout ce que vous voulez. Ils ont pris l'enfant, ils me l'ont pas laissé. Ils l'ont mis en famille d'accueil. Ils ont dénoncé que les grands-parents s'entendaient pas bien ensemble. C'est pas vrai. Il y a moyen de s'entendre, même si ça fait 25 ans qu'on est divorcés, là, pour l'enfant. Ils ont tous monté un dossier, en tout cas, et puis je peux vous dire que le système est sourd, muet. Ils vont dans le sens de la DPJ, les avocats, tout ce que vous voulez, la cour. Il n'y a rien à faire, autrement dit. Il n'y a rien à faire. On tombe les deux mains liées, pris dans un engrenage qui finit plus. Puis là, on peut plus rien prouver. Les intervenants changent, les superviseurs changent, les avocats d'enfants, ils n'ont jamais connu l'enfant. Ils se passent les dossiers d'un à l'autre. Ça change toujours d'avocat pour les enfants. Jamais un avocat a connu l'enfant là-dedans. Nos propres avocats nous disent que c'est la loi, il n'y a rien à faire. Le mieux, c'est de se taire puis aller dans leur sens. C'est ça. Et puis, c'est horrible parce que l'enfant est pris, est mis en famille d'accueil. Moi, comme grand-parent, parce que je les ai dénoncés dans un journal, ils m'ont coupé complètement mes visites supervisées, qui étaient impeccables là, à la maison des parents. Il était impeccable. Il disait là-bas qu'il n'y avait jamais eu d'aussi belle visite, qu'on avait un beau lien grands-parents-enfants. Eux, ils disent que non, le lien il n'existe pas, que je sais pas c'est quoi un lien parent-enfant, je le sais pas. Vous connaissez pas ça. Eux autres, ils le savent, c'est pas ça. Qu'ils disent que l'enfant s'ennuie pas, que quand il est enlevé, il a pleuré 20 minutes et puis après, il n'en a plus jamais parlé. C'est pas vrai. L'enfant m'a dit qu'il pleurait chaque soir. En tout cas, c'est un système inhumain qui nous laisse
dedans une position d'injustice totale et les mains liées, que même en faisant affaire avec des avocats, il n'y a rien qui se passe. C'est pareil comme si c'est eux la loi suprême. Et puis, il n'y a rien à faire, puis ils mentent, je vous jure qu'ils mentent. Ouais. Oui, c'est effrayant. Merci pour votre... C'est comme on dit, mais c'est ça, mes visites ont été coupées parce qu'ils ont su que ils ont vu la lettre dans le journal. Alors là, j'essaye de ravoir mes visites, mais là, je suis niaisée, ça fait 2 mois, là, je suis niaisée, c'est les vacances d'un, les vacances de l'autre, ils n'ont pas le temps de me rencontrer, et puis, bien sûr. Puis quand que je suis rencontrée, comme vous dites, il faut y aller accompagner. Mais là, ils sont fâchés quand on y va accompagner. C'est sûr. Et puis, ils font des vengeances aussi. Mais vous avez le droit d'être accompagné. L'enfant, ou l'enfant n'est pas là, il se présente pas, puis ils disent que c'est une erreur de leur part ou qu'ils avaient annulé la visite. C'est pas vrai. Ils l'ont annulé à l'enfant, mais pas à nous, ni à la place, ni à la maison des parents, mettons. Si vous saviez comment on voit ça souvent. C'est de la manipulation émotive terrible. Quand on est rencontré avec eux, ils ont la plupart du temps qu'est-ce qu'ils appellent un technicien clinique. C'est comme un petit pitbull qui lit les notes et puis qui nous rentre dedans qu'on n'a jamais vu avant. Là, un nouveau dans le décor. C'est ça. Puis là, bien, je vous dis, je sais plus quoi faire. C'est ma fille fait tout. Continuez. Mais c'est-à-dire que vous, ce que vous nous amenez actuellement là, c'est un bel exemple de dérapage. Hein? J'ai jamais vu ça, puis jamais j'aurais imaginé. Moi, je suis pas d'accord qu'il s'agisse de dérapage. Le dérapage, ça veut dire qu'un système, tout système peut déraper de temps en temps. Mais la loi sur la protection de la jeunesse, ça c'est un dérapage. La politique sur la protection de la jeunesse, ça c'est un dérapage parce que les abus de pouvoir sont déjà inclus. On appelle ça les dispositions d'exception de la loi sur la protection de la jeunesse qui donnent des pouvoirs arbitraires au DPJ. Alors c'est pas des dérapages, c'est systémique, c'est inclus dans le système. Alors, merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Il y a Claudette qui voudrait rajouter quelque chose. J'aimerais savoir qui vous a conseillé d'appeler la DPJ au début. C'est la Sûreté du Québec, parce que le parent de l'enfant était en maladie. Moi, je gardais l'enfant, je pouvais pas y remettre dans l'état qu'elle était. Et puis, elle voulait revoir son enfant. Ça que là, j'ai dit, il faudrait t'aller à l'hôpital avant, t'es pas dans un bon état. Ça qu'elle a appelé la Sûreté du Québec. Puis là, eux autres m'ont appelé, puis ont dit, madame, si vous remettez pas l'enfant à votre fille, appelez à DPJ, sinon vous êtes obligé d'y remettre. Et puis l'école aussi, parce qu'elle allait à la pré-maternelle. Puis à l'école, quand je l'ai emmenée à l'école, j'ai dit, la maman est malade, c'est moi qui le garde, c'est moi qui va venir le chercher. Là, ils m'ont dit, mais si sa mère vient le chercher, on est obligé de le remettre à sa mère. Puis là, elle était malade, pas dans un état pour l'avoir. Ça fait que j'ai dû les appeler. Puis là, ça a été après terrible. À la deuxième rencontre, ils m'ont déjà dit, taisez-vous ou on l'enlève. C'est comme ça qu'ils parlent au monde. Là. Fait que là, j'ai eu un frisson gelé dans le dos. C'est comme si la mort m'a passé dans le corps. Puis ça a pu arrêter après toutes sortes d'histoires. Ils ont monté des dossiers, ils ont comme fait la bisbille dans la famille entre le grand-père et la grand-mère. La maman, elle, là, ils l'ont pris comme ils veulent la rééduquer. Ils disent qu'elle n'a pas de compétences parentales. Et puis, si elle réussit pas, elle l'aura plus jamais. Et puis, la maman est très normale, là, elle est très, très bonne, elle est très toute, mais ça y a, comme on dit, elle a été malade. Et puis moi, bien, comme vous disiez au début de l'émission, c'est pas à les appeler, c'est en dernier recours. J'ai vraiment, comme on dit, sur le coup de l'émotion, écouté le système qui nous envoie direct là. Puis, c'est pas la solution parce que le petit, il a jamais rien subi.
c'est un enfant en parfaite santé, extraordinaire. Puis ils l'ont enlevé vraiment, là, c'est comme jamais on aurait pu imaginer ça. C'est une prise d'enfant. Puis en cours, la juge dit que maintenant, s'il y a un facteur de risque, qu'ils les prennent. Ce qui n'était pas avant. Mais eux autres, ils en mettent des facteurs de risque, là. Ils en inventent, ils en superposent. Et puis après le dossier, il y a de l'air que l'enfant il y a un facteur de risque, même pas pour maintenant, pour plus tard qu'ils disent, quand il va être plus vieux, la mère est pas assez sévère. Puis toutes des choses de même. C'est comme vraiment, là, je sais pas où qu'on est rendu. Puis personne les arrête, personne n'est capable de les arrêter. Ils en ont toutes, ils s'écrasent toutes en cours. Là, on nous dit, faut pas rien dire, faut tout faire ce qu'ils disent, Bien sûr. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est jamais le même en plus. Et puis, c'est un dossier monté que ça n'a plus de bon sens, que le petit, il n'y a rien. Puis là, ils disent qu'il y a des facteurs de risque qu'ils inventent, là, que le parent n'est pas assez sévère. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à dire, mais c'est la raison qu'ils l'ont pris, là, où qu'on est rendu. Ils vont tout prendre les enfants pour les élever, pour... C'est une très bonne remarque, madame. Je vais laisser Claudette compléter et répondre à vos interrogations. Je vous remercie de votre appel. Merci à vous. C'est du seul à répondre à vos interrogations parce que c'est l'histoire que j'entends presque toujours. Je veux dire, vous êtes comme le modèle des histoires que j'entends le plus souvent. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. C'est comme ça pour tous ceux qui sont abusés par la DPJ. Nous, on travaille pas pour ceux qui maltraitent les enfants. Là, on travaille pour ceux qui sont abusés par la DPJ. Et c'est comme, vous me racontez votre histoire et c'est comme, je l'entends souvent, vous n'êtes pas tout seul. Et je voudrais vous dire aussi que vous n'êtes pas coupable. Ne vous sentez pas coupable. Vous avez agi du mieux que vous pouvez. Il faut continuer le combat et le combat va se faire un jour. Vous savez, il y a eu les enfants, de Duplessis. Oui. Il y a eu les Autochtones et un jour, il y aura les enfants de la DPJ. Mais malheureusement, dans le combat, il y en a qui n'ont pas la bonne partie, qui ont une partie plus difficile, qui ont la partie de l'injustice, et il y en a qui vont avoir la partie de la victoire. Mais il faut continuer toujours à le dire, il faut le proclamer, il faut que tout le monde le dise, il faut que tout le monde le dénonce, il faut que tout le monde raconte son histoire. Et c'est là qu'elle est, quelque part, la victoire, le jour où tout le monde racontera leur histoire, comme vous l'avez fait. Exactement. Accepter, comme voyez-vous, ma fille ne peut pas la conter son histoire parce que ça va être fini de son enfant. Puis Madame, les je vous remercie de votre appel. On va devoir... Grands-parents ou parents, aussitôt qu'ils parlent ou qui contredisent ça, ils se font mettre en état de vengeance. Là, Madame, il nous faut vous interrompre parce qu'il faut terminer le... Mais je vous remercie de votre appel et on aura l'occasion, si vous voulez laisser vos coordonnées, nous écrire un email au DPJ Radio Centre-Ville @hotmail.com. Nous ferons un plaisir de vous relancer puis d'en discuter davantage avec vous. C'est malheureusement tout le temps dont nous avions. Donc, j'espère, chers auditeurs, que l'émission vous a plu aujourd'hui et que les conseils de nos invités pourront vous servir adéquatement. Alors, notre prochain rendez-vous aura lieu le 28 mars. Donc, je vous rappelle, pour envoyer vos commentaires, DPJ Radio Centre-Ville @hotmail.com. Bonsoir, bonjour. Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des 6 leaders de la musique du monde.
Les Silidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le silidor.com. Informez-vous en espagnol. Pulso, le journal des latino-américains à Montréal. Retrouvez Pulso dans une grande partie du commerce latino-américain ou abonnez-vous gratuitement. Pulso.ca. Pulso.ca. Pulso, information en espagnol. Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.